Bonsoir, bienvenue dans ce premier numéro de Cash. Vous aimez le monde des affaires, vous allez adorer nos enquêtes. Ce soir, on va s'intéresser à l'industrie du médicament et ce que nous allons vous révéler est tout simplement effarant. Bonsoir, est-ce que vous faites confiance à votre médecin? Oui, oui quand même. Ah mon médecin? Oui. Oh, je suis bien obligé, j'ai pas le choix quoi. Est-ce que vous prenez beaucoup de médicaments? Ça m'arrive, je suis pas une toxico mais ça m'arrive. Et est-ce que vous avez l'impression que les Français prennent beaucoup de médicaments? Oui. Si je vous dis qu'aujourd'hui, des laboratoires pharmaceutiques inventent des maladies pour vendre des molécules qu'ils ont déjà. Ce serait grave. Ce serait très grave. J'espère que non. On est dans la théorie du complot, là, mais j'ai du mal à y croire. L'éthique de la médecine n'est plus du tout respectée dans ces cas-là. Ouais. Depuis une quinzaine d'années maintenant, certains laboratoires pharmaceutiques inventent, créent de toutes pièces des maladies uniquement dans le but de nous vendre toujours plus de médicaments. Comme tous les lundis matins, vous avez du mal à vous lever, du mal à vous motiver. Vous n'avez plus la force d'aller travailler. Comme tous les lundis matins, vous êtes irritable, anxieux et angoissé par ce début de semaine insurmontable. Une fatigue passagère? Pas si sûr. Faites-vous dépister, vous pourriez être atteint par le TDLM, le trouble dysphorique du lundi matin. Irritabilité, baisse d'énergie, repli social, céphalée. Le trouble dysphorique du lundi matin, une maladie invalidante que des chercheurs français viennent de découvrir. Le trouble dysphorique du lundi matin toucherait 2 adultes sur 3. Il peut gâcher votre vie, alors réagissez. Demandez conseil à votre médecin. Antiflémix 20 mg pour que le lundi matin ne soit plus un cauchemar. Hé! Oh! Voilà, en 40 secondes, on vous a presque fait croire que vous étiez malade, victime d'une nouvelle pathologie tout juste découverte. Vous étiez même sur le point d'acheter ce faux médicament proposé par notre laboratoire fictif pour une maladie fictive. Vous pensez que c'est juste une mauvaise blague de notre part? Détrompez-vous. Vous êtes nombreux à avaler des pilules pour traiter des maladies totalement inventées par des laboratoires pharmaceutiques. Oui, par des labos qui n'ont qu'un seul objectif, vous vendre toujours plus de médicaments. Les experts appellent ça le façonnage de maladies, une fâcheuse tendance de l'industrie pharmaceutique depuis une quinzaine d'années. Dans le monde entier, nous avons rencontré de nombreux experts qui tirent la sonnette d'alarme. En France, en Australie, aux États-Unis, des sommités du milieu médical mondial qui s'attaquent au disease mongering, le façonnage de maladies. Le premier, c'est Bruno Toussaint. Il dirige la rédaction de Prescrire, une revue médicale totalement indépendante de l'industrie pharmaceutique. Le façonnage de maladies en français, mais c'est un bon mot, façonnage, parce qu'effectivement, on façonne. Là, grosso modo, il s'agit de partir de quelques éléments de la réalité, c'est-à-dire quelques éléments de maladie ou de troubles qui concernent quelques personnes. Et puis il s'agit de les rassembler, de les amplifier, faire gonfler beaucoup, pour faire croire que c'est un problème grave qui concerne beaucoup de gens. Aux États-Unis, l'américaine Marcia Angel a été la seule femme à diriger le New England Journal of Medicine, la Rolls de la presse médicale mondiale. Les compagnies pharmaceutiques veulent des marchés toujours plus gros. Pour y arriver, elles créent de nouveaux médicaments pour soigner des maladies. Mais une autre façon de faire, c'est aussi de créer de nouvelles maladies pour vendre leurs médicaments. À Paris, Philippe Even, directeur de l'Institut Necker, analyse les symptômes d'une maladie cette fois-ci bien réelle, qui touche de plus en plus le monde médical, l'appât du gain. Quand on n'invente plus de médicaments, on étend le marché de chaque maladie. On étend le périmètre des maladies. Enfin, dans la campagne australienne, il y a Ray Monian. Sa spécialité, enquêter sur les pratiques des firmes pharmaceutiques. La plupart des gens savent que l'industrie pharmaceutique est là pour vendre des médicaments. Mais peu de gens ont vraiment conscience que les laboratoires passent en fait leur temps à tenter de modifier la notion même de maladie. Et en fait, c'est même dans leur intérêt de façonner notre propre perception des maladies. Bon, il faut l'admettre.
Entre l'influence des laboratoires et l'exigence des patients, le médecin du XXIe siècle est, comment dire, quelque peu tiraillé. Surtout que depuis quelques années, les nouvelles maladies fleurissent un peu partout. Même la bedaine, les quelques kilos en trop sur le ventre, ça serait grave. Ça s'appellerait le syndrome de la bedaine. Mais heureusement, ça se soigne. C'est peut-être même dans le journal de 13h de France 2 que vous en avez entendu parler pour la première fois. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre édition du 13h. Ce jour de mars 2008, le JT aurait-il fait partie d'une vaste campagne de communication sur cette nouvelle maladie? Je vous rappelle que nous parlons cette semaine du syndrome de la bedaine. Ça n'est pas de l'argot, mais vraiment le nom donné par les médecins au ventre qui s'arrondit au fur et à mesure des années. Et ça peut être très dangereux. Diabète, cholestérol ou accident cardiovasculaire. Il vaut mieux agir vite. On retrouve nos patients. C'était il y a 4 ans. À l'époque, le syndrome de la bedaine, plus scientifiquement appelé syndrome métabolique, est une découverte. Une maladie aux conséquences graves, qui toucherait une personne sur 4. Tout le monde en parle, sur toutes les chaînes, toutes les radios. Les médecins donnent un nom à tous ces symptômes, c'est le syndrome métabolique. Arrêtons-nous sur les problèmes de nutrition qui sont très importants. Il y a 2 mois, Sophie a commencé un régime. Elle a perdu 7 kilos. Pourtant, à l'heure actuelle, elle souffre encore du syndrome métabolique. Nous parlons ce matin avec vous, Damien, du syndrome métabolique. Alors c'est notamment simplement avoir un gros ventre. Est-ce qu'un gros ventre est dangereux pour la santé? Alors, ça peut l'être. Le syndrome de la bedaine. Une maladie qui serait liée au surpoids, associée au diabète, à l'hypertension et au cholestérol. À traiter rapidement pour éviter les risques d'accidents cardiovasculaires. En résumé, une priorité de santé publique. Celui qui en parle le mieux et le plus de ce syndrome, c'est le docteur Boris Ancel. Cet endocrinologue, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, dirige même une unité entièrement dédiée à l'éradication du syndrome de la bedaine. À la télévision, comme sur le web, le docteur Ancel semble investi de cette véritable mission de santé publique. Comment diagnostiquer le syndrome métabolique? Avez-vous le syndrome métabolique? Vous ne pouvez pas répondre seul à cette question simplement en vous regardant. 3 étapes sont nécessaires pour faire ce diagnostic. Boris Ancel est un médecin plutôt déterminé. Sur son site internet pédagogique entièrement consacré au syndrome, on trouve des témoignages de patients comme Albert. Mon médecin m'a demandé de faire du sport, mais franchement, avec les journées qu'on passe, c'est même pas la peine. Le travail d'Albert consiste en grande partie à réparer des ordinateurs assis à son bureau. Son emploi du temps est également riche en réunions où il reste encore bien sédentaire. Heureusement pour Albert, le docteur Ancel que l'on entend sur cette vidéo joue les coachs sportifs, fini la paresse, vive l'activité physique. Albert ne s'arrête jamais, même devant son petit écran. Et devant la caméra du médecin, Albert fait même semblant de taper sur son clavier, tout en pédalant. Alerte à la bedaine. Tout le monde doit mesurer son tour de taille. Pour lutter contre ce syndrome métabolique, Boris Ancel recommande donc exercice physique, alimentation équilibrée, mais aussi, comme on peut le lire dans Le Parisien, ce même mois de mars 2008, un petit comprimé d'Acomplia, un médicament contre le surpoids produit par Sanofi. Tiens donc, un médicament. Pour ma part, je ne prescrirai cette molécule qu'aux personnes souffrant de ces symptômes que l'on appelle aussi syndrome métabolique et qui mettent en danger la vie du patient. Boris Ancel n'est pas le seul à vanter les mérites du médicament de Sanofi. Au Canada, même combat. Le professeur Jean-Pierre Després, président de la chaire internationale du syndrome métabolique et découvreur de la maladie, fait aussi dans ce reportage la promotion du Rimonabant, la molécule active de l'Acomplia. Cette molécule, la première du genre, s'attaque spécifiquement aux anomalies du syndrome métabolique. La dose de 20 mg par jour, on a observé que le Rimonabant induisait une fonte très importante, justement du tour de taille qui prédit cette mauvaise graisse abdominale dangereuse pour la santé. On aurait éventuellement, le jour où le Rimonabant sera disponible sur le marché, une molécule véritablement efficace qui va s'attaquer à la cause de ces complications. Comme le laisse penser ce document interne de Sanofi,
La Complia apparaît à l'époque comme l'un des possibles traitements du syndrome métabolique. Sanofi découvre le principe actif du médicament, le rimonabant, en 1995. C'est une nouvelle molécule qui réduirait le tour de taille et diminuerait les risques métaboliques, diabète, hypertension, cholestérol. Un médicament qui doit conquérir le marché mondial. Sanofi lance une puissante campagne de communication sur tous les continents. Pour le professeur Philippe Even, il ne manquait plus que les trompettes des archanges. Il y avait tous les 2 mois un article sur l'immensité du progrès qu'allait apporter la Complia. C'était l'annonciation, hein. C'était l'arrivée d'un berceau le jour de Noël. C'était il arrive, le voilà, le voici, il est là. Enfin, c'était étonnant comme concert. Dès 2004, 3 ans avant son lancement, la Complia est déjà attendue comme le médicament miracle. C'est 20 ans de recherche. Nous, on en entend parler depuis 20 ans de cette histoire-là. D'accord. C'est un vrai espoir. C'est un vrai espoir. C'est un vrai espoir parce qu'il agit surtout sur ce qu'on appelle les facteurs de risque cardiovasculaire, donc non seulement sur le poids, mais également sur le cholestérol, sur le tour de taille, comme le disait Jean-François Lemoine, et également il aide au sevrage tabagique. Vous allez perdre du ventre, vous aurez moins de cholestérol, moins d'hypertension, moins de diabète. Dit comme ça, j'allais vous dire, c'est trop beau. Trop beau. Trop beau pour être vrai. Et si justement tout était faux? C'est ce que certains experts affirment aujourd'hui. En réalité, le syndrome métabolique, le danger de la bedaine, n'aurait jamais vraiment existé. Les médecins indépendants de la revue Prescrire l'avaient même écrit dès 2006, sans détour. Selon eux, le syndrome métabolique n'était qu'une esbrouffe scientifique. Le syndrome métabolique, effectivement, c'est une succession de petits troubles comme ça, de petites anomalies dont on a fait croire que peut-être bien, ça cache quelque chose, ça annonce des ennuis sérieux. À Toronto, sous le soleil canadien, nous rencontrons un scientifique qui a étudié minutieusement ces troubles. Selon l'épidémiologiste Andrew Mente, le syndrome métabolique n'est rien d'autre que de l'hypertension, du cholestérol, du diabète et du surpoids. 4 maladies déjà connues, associées dans un nouvel emballage qui ne sert à rien. Voilà comment faire du neuf avec du vieux. Notre étude montre que pour le syndrome métabolique tout seul, le risque d'infarctus est de près de 2,7. Mais si on regarde ici, ce sont les composantes du syndrome métabolique. Et on a trouvé que 2 des composantes, le diabète ou l'hypertension, étaient autant responsables d'infarctus. On peut très bien soigner chacun de ces facteurs indépendamment, au lieu de chercher à diagnostiquer le syndrome métabolique. Selon l'étude d'Andrew Mente, le syndrome métabolique ne provoquerait donc pas davantage d'infarctus que les 4 facteurs de risque qui le composent. Diabète, hypertension, surpoids et cholestérol. Mais pourquoi le croire lui plutôt qu'un autre ? L'étude InterHeart est une très grande étude de cas contrôlés faite dans 52 pays du monde entier, dans plus de 200 centres sur les 5 continents. 27 000 personnes étudiées dans 52 pays. Cette étude canadienne fait aujourd'hui référence dans le monde entier. Philippe Even dresse aussi le même constat. Le syndrome métabolique ne serait que du vent. Les risques des maladies ne s'ajoutent pas, sont les mêmes. Traiter 4 maladies au nom du syndrome métabolique à quelqu'un qui n'a que les prémices de l'une d'entre elles, ça n'a pas d'autre nom qu'une escroquerie. Et pourtant, la campagne d'information, elle, était bien réelle. L'idéal, c'est de s'inquiéter le plus tôt possible. Parce que le syndrome, comme vous l'appelez, de la bedaine, c'est le fait d'avoir un tour de taille élevé, mais pas forcément très élevé, associé à des petites anomalies qui peuvent d'ailleurs passer inaperçues si on ne les regarde pas toutes ensemble. Franchement, il a vraiment bien fonctionné, ce plan de communication.
Les journalistes pensaient faire un travail de sensibilisation important, en alertant les gens sur un problème grave. Mais la réalité semble bien différente. Tiens, si on retournait voir le docteur Boris Ancel. Rendez-vous dans la cuisine de son unité médicale à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Dès 2006, ça veut dire avant même que la Complia soit sur le marché, la revue Prescrire, qui est une revue qui est beaucoup lue par les médecins, dit non, le syndrome métabolique, ça n'existe pas. Alors ça, vous avez toujours... Alors, ça, il y a une discussion au niveau scientifique. Tout le monde est d'accord que le syndrome métabolique augmente les risques. Il y a un consensus pour dire comment on le diagnostique, quels sont les critères diagnostiques. On sait que la graisse abdominale donne ces maladies. C'est une réalité que personne ne discute. Voilà, personne ne discute. Vous êtes vraiment là pour le coup radical. Il y a une autre étude publiée dans The Journal of the American College of Cardiology. Cette étude, elle a été réalisée dans 52 pays. Elle a été réalisée sur 27 000 patients. Donc, à mon avis, il n'y en a pas des plus larges que ça. Et on y apprend qu'on n'est pas plus à risque quand on a un syndrome métabolique que quand on a du diabète, de l'hypertension artérielle, du cholestérol, de la graisse abdominale. En gros, si je comprends... Attends, je vais au bout de ce que j'ai. En gros, si je comprends bien ce qu'ils disent, c'est qu'il y a 4 facteurs qui peuvent être des facteurs effectivement plus ou moins graves pour la santé. En associant ces 4 facteurs, il y a un syndrome métabolique, mais c'est vraiment pas plus grave. Chaque facteur indépendant est aussi grave. D'abord, vous avez raison de voir qu'il y a des discordances dans les études scientifiques. Donc tout le monde n'est plus d'accord. Non. Ce sont des discussions scientifiques. Ce sur quoi tout le monde est d'accord, c'est que l'obésité abdominale est responsable de perturbations métaboliques. Deuxièmement, tout le monde est d'accord que le syndrome métabolique augmente les risques Attendez, si. La question est de savoir. Vous dites ça augmente les risques, ils disent exactement l'inverse. Mais non. Sur 27 000 patients dans 52 pays. Non, c'est une question statistique, ça. Est-ce qu'on ajuste sur les facteurs traditionnels connus? Donc on rentre dans des détails statistiques. Mais non, mais c'est important pour les patients. Ils nous disent très clairement, il n'y a pas plus de risques. Je répète, tout dépend de la manière statistique d'aborder les choses. Bon, le docteur Ancel reste convaincu, dur comme fer, de l'existence du syndrome métabolique et conteste cette vaste étude menée dans le monde entier. Il existe conceptuellement, oui, c'est vrai que ces maladies ont la même cause initiale. Mais dans la pratique de traitement, dans l'intérêt des malades, le mot doit être rayé de la carte. Il n'existe pas. La Complia de Sanofi est autorisée en 2007 dans le traitement de l'obésité, mais pas seulement. Il est également prescrit aux personnes en surpoids qui souffrent aussi d'hypertension, de diabète et de cholestérol. Tous les symptômes du syndrome métabolique, la maladie inventée. Dans le nord de Paris, un médecin nous reçoit entre 2 consultations. Le docteur Boukris, médecin généraliste, qui est très remonté contre la Complia. Le médecin se souvient bien de l'argumentaire de vente des visiteurs médicaux du laboratoire. Les commerciaux de Sanofi, qui frappaient à sa porte pour vendre la Complia, se servaient de la fausse maladie pour écouler leur hôte. Qu'est-ce qui vous a parlé à vous en premier du syndrome de la bedaine? Alors c'est par l'intermédiaire de la visite médicale. On nous présente... La visiteuse médicale de Sanofi. La visiteuse médicale de Sanofi nous dit, voilà docteur, il y a un syndrome métabolique. C'est une maladie, je dirais, à part entière, qui associe du diabète, qui associe une hypertension, qui associe un périmètre abdominal élevé. On vous dit que 30% des diabétiques ont cette pathologie. On vous donne des chiffres. Les chiffres, ça fait sérieux. Les statistiques, ce sont des données fiables. Ensuite, on vous dit... Nous avons réfléchi, chez Sanofi, nous avons trouvé la molécule, c'est le rimonabant. Nous avons fait des milliers d'expérimentations. Nous avons des experts qui nous disent que ce médicament-là... Et nous, on est confortés par l'idée que ce médicament-là, il a une efficacité, il est peu toléré. Ça, c'est la version officielle. Bon, officiellement, voilà l'histoire. La Complia, ça marche. Mais en réalité... Le médicament a provoqué en l'espace d'1 an et demi des effets secondaires chez plus de 1000 patients en France, notamment des troubles psychiatriques graves. Quand est-ce que vous avez compris qu'il y avait des effets secondaires? Qu'est-ce que vous avez constaté chez vos patients? Le laboratoire nous disait que ce médicament, la Complia, donnait des troubles psychiatriques, de dépression, d'anxiété. Clairement. Oui, il le disait, parce qu'on leur disait, mais attendez, j'ai lu que, j'ai entendu parler que. Il dit, oui, mais ça existe. Mais il ne le niait pas, mais il le disait que ça se situe autour de 5, maximum 10%. Et moi, quand je l'ai prescrit, j'ai constaté que c'était 3 à 4 fois plus.
Ça a été quoi la réponse? Vous êtes tombé sur une mauvaise série. Vous êtes tombé sur C'est des mauvais patients. Vous êtes tombé sur une mauvaise série. Non, nous on a un échantillon de patients suffisamment élevé. C'est autour de 5 à 10%. Vous, peut-être que vous êtes tombé sur des patients un peu plus compliqués. Voilà. Selon l'AFSAPS, l'Agence française du médicament, en moins d'1 an et demi, la Complia est responsable de 385 cas de troubles dépressifs, dont 125 graves. 69 patients déclarent des tendances suicidaires. Au total, selon l'Agence française, la Complia fait 10 morts, dont 4 par suicide. Alertée, à Londres, l'Agence européenne du médicament suspend la vente de la Complia. 1 an et demi après son lancement, il est interdit en France. Le laboratoire Sanofi Aventis suspend à la demande des autorités sanitaires européennes la commercialisation de la Complia. Bientôt, cette interdiction est généralisée dans le reste du monde. Pour Sanofi, c'est un échec retentissant. Le directeur général du laboratoire est remercié, soufflé par l'ampleur de l'échec. Ruth Trojman n'a pas attendu le retrait du médicament pour arrêter de le prendre. Les effets secondaires, elle les a ressentis au bout de quelques jours à peine, après avoir commencé son traitement en 2007. Très vite, la dépression la gagne. Aujourd'hui, elle accepte de revenir sur sa rapide descente aux enfers. Pas facile. Je ne dormais pas, je ne mangeais pas, et j'étais très angoissée. Alors avec sur la poitrine, comme si mon cœur se serrait à éclater dans ma poitrine. Et la peur, vous savez, comme un animal traqué. Parce qu'on peut être angoissé sans avoir peur. Mais moi, j'avais peur comme un animal qu'on traque, qu'on va attraper. C'est quelque chose qui aurait pu me tuer si j'avais pas eu quand même la présence d'esprit, l'instinct de survie qui me disait arrête ce médicament. Je pense qu'il me serait arrivé quelque chose. Vous n'êtes jamais senti aussi mal de votre vie? Jamais. Jamais. Isolées, prisonnières de leur histoire, les victimes comme Madame Trojman sont souvent convaincues d'être les seules dans leur cas. Impuissantes, fragiles, toutes petites face au laboratoire. Surtout que de telles conséquences auraient pu être évitées. Si l'on en croit cette étude publiée dans la revue scientifique britannique The Lancet, Sanofi connaissait parfaitement la gravité des effets secondaires révélés dès les essais cliniques. Les personnes qui ont testé le médicament ont été 2,5 fois plus nombreuses que les patients sous placebo à arrêter les tests pour cause de dépression. Pourtant, malgré les signes alarmants, les autorités de santé ont préféré écouter la version de Sanofi. Et ce sont les patients qui ont bu la tasse. Le problème est de savoir à qui doit bénéficier le doute. Traditionnellement, depuis longtemps, le doute bénéficie aux médicaments. La firme dit « Ah, ça n'est pas significatif, il y a eu quelques personnes qui ont eu ceci, cela, mais vraiment, on ne sait pas du tout que c'est le médicament, c'est pas du tout prouvé que c'est le médicament, donc il ne faut pas s'arrêter là, il faut le mettre sur le marché, éventuellement on verra ». C'est le raisonnement habituel. À Londres, le 19 juin 2006, l'EMA, l'agence européenne en charge des médicaments, a été la première à autoriser la vente de la Complia dans l'Union. La gravité des effets secondaires est-elle passée inaperçue dans les bureaux de l'agence européenne? Les experts scientifiques ont-ils fermé les yeux pour rendre une décision favorable au laboratoire? Au bord de la Tamise, au cœur de la City, c'est le docteur Eichler, le patron scientifique de l'EMA, qui accepte de répondre à nos questions. Vous ne pensez pas que l'une des plus grosses erreurs de l'agence européenne a été d'autoriser ce médicament si dangereux? Je ne pense pas que c'était une erreur. Vous devez bien comprendre, les médicaments se comportent d'une certaine façon pendant les essais cliniques. Et pendant ces essais cliniques, il est apparu que le bénéfice était supérieur au risque. En d'autres mots,
Il y avait, pas une grande, mais une certaine perte de poids chez les patients. On savait qu'il y avait des effets secondaires, mais limités. On a pu conclure que ce médicament était bénéfique pour certains patients. C'est pour ça qu'on a donné notre feu vert. Chez les experts de la revue Prescrire, on imaginait plutôt un feu rouge. On avait de sérieux doutes. D'ailleurs, eux-mêmes avaient demandé l'accès à l'étude qui avait motivé l'autorisation de mise sur le marché de la Complia. En retour, l'agence leur a envoyé ce document, entièrement noirci. L'agence voulait-elle cacher quelque chose ? Bon, très bien, ce sont 68 pages d'études. C'est très bien, mais quand on y regarde de plus près, tout est noirci. Tout est en noir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, c'était... Pourquoi c'est tout noir ? C'était une erreur. Une erreur de qui ? La nôtre. Et pourquoi ? Pourquoi avoir fait ça ? Quelqu'un a fait une erreur ici, chez nous. Si quelqu'un aujourd'hui nous demande l'intégralité des essais cliniques que nous avons chez nous, nous leur donnerons, à condition qu'il n'y ait pas de données personnelles. Mais cette erreur a-t-elle été commise par l'agence européenne parce que vous ne vouliez pas dire la vérité sur le Rimonaban ? Non, c'est l'erreur d'un individu qui est très regrettable. Mais pourquoi a-t-il fait ça alors ? C'est probablement juste un cas d'incompétence. Mais en aucun cas, l'agence européenne n'a refusé de rendre publiques ces données. Juste de l'incompétence ? Oui. L'agence européenne du médicament a accepté de nous transmettre le fameux document censuré. Cette fois-ci, les 68 pages sont clairement lisibles. On y découvre le détail précis des effets secondaires provoqués par la Complia. Tentative de suicide, crise de panique, délire, mais aussi chez certains patients, des comportements agressifs, y compris sexuellement. Si à Londres, on n'a pas vu les risques de dépression, qu'en est-il de ceux qui ont fait la promotion du médicament au moment de son lancement ? Vous allez entendre parler en tout cas d'une Tous ces experts réunis à la télévision qui parlaient d'une molécule miracle, avaient-ils perçu la gravité des effets secondaires ? Le docteur Jean-Pierre Després est l'un des... Pourquoi le professeur Després, qui a pris part aux essais cliniques, n'a-t-il pas tiré la sonnette d'alarme ? Un article de 2007, sur lequel nous avons mis la main, nous donne peut-être un élément de réponse. 15 millions de dollars. C'est ce que le professeur Després, le découvreur du syndrome de la bedaine, aurait perçu de Sanofi pour mettre sur pied une prestigieuse fondation sur cette maladie. Son objectif, faire parler au maximum du syndrome. Un pactole que le professeur préférerait oublier. Ils ont financé la chaire au début, lorsque la chaire a été lancée, justement pour qu'il y ait de l'éducation par rapport à l'obésité abdominale. Combien financé? Oh, c'était, je peux vous dire, quelque chose comme 1 million d'euros par année. 1 million d'euros par année, mais sur combien d'années? Sur 5 années, alors sur 5 de années. 2005 à 2009. C'est pas 15 millions précisément, plutôt? Bien, ça dépend. C'est qu'il y a eu 2 budgets. Il faudra que je vous montre les budgets à l'université. Il y a eu un budget pour notre site Internet et il y a eu un budget aussi pour la chaire, carrément les activités éducatives de la chaire. 15 millions de dollars de Sanofi. Accepter l'argent d'un laboratoire, c'est toujours risqué. Mais aujourd'hui, pour la première fois, le professeur Després revient sur son implication avec l'entreprise française et regrette qu'elle n'ait pas su écouter ses mises en garde. Il y a un fossé énorme entre ce que j'ai écrit et après, comment on a utilisé. Évidemment, lorsque vous avez des travaux publiés dans le New England Journal of Medicine, après ça, les gens vont utiliser ça. Je peux vous dire, lorsqu'on a réalisé, nous, l'étude où on a testé justement le rimonabant, on a vu que le risque d'événements dépressifs était doublé. Et donc, moi, ce que j'aurais aimé, c'est que les patients susceptibles de développer des épisodes dépressifs
soient éliminés de ces traitements-là. Vous l'avez dit où qu'il fallait faire attention à ce médicament? Bien, partout, sur les podiums scientifiques, mais c'est pas moi qui me promène avec ma valise là, pour faire la promotion du Guillemot-Naban. Vous comprenez ce que je veux dire? Là? Oui. Moi, je le disais sur les tribunes scientifiques, après ce que la compagnie disait. Mais moi, j'ai l'impression que vous avez été un peu dans la valise de la compagnie, justement, qui s'est servi un peu des études de M. Després, une autorité en matière de lutte contre l'obésité, et qu'on s'est servi de vos études, évidemment, pour faire la promotion de ce médicament. Ah, bien ça, c'est bien dommage. Mais ça, c'est pas... C'est votre sentiment aussi? Bien, c'est clair que c'est dommage, écoutez. C'est malheureux. Tout à fait. Vous ne dites pas, mais j'ai été un peu abusé de cette façon-là par l'industrie pharmaceutique. Oui. La réponse est oui. Ça, oui. Abusé? Trahi? Mais bon, pas sûr que le professeur Després regrette pour autant les 15 millions de dollars offerts généreusement par Sanofi à son institut consacré au syndrome de la bedaine. Des médecins instrumentalisés par les firmes pharmaceutiques, dans la lumière, ils défendent l'intérêt des labos qui tirent les ficelles en coulisses. Ici, le maître du jeu, c'est Sanofi, qui n'a pas voulu sortir de l'ombre. Par communiqué, le laboratoire nous indique avoir respecté toutes les procédures en vigueur. Mais si la firme a pu s'offrir les services du spécialiste canadien, n'aurait-elle pas aussi organisé d'autres campagnes de communication? En France, notre spécialiste du syndrome de la bedaine, c'est lui, le docteur Ancel. C'est lui aussi qui, dans Le Parisien, recommandait la Complia aux patients atteints du syndrome métabolique. Un syndrome sur lequel il a aussi écrit tout un livre. Un ouvrage vu à la télé, sur votre chaîne préférée. Je vous rappelle que nous suivons 4 patients atteints du syndrome de la bedaine. Et si vous voulez vous-même surveiller votre ventre, le chef de service de la Pitié-Salpêtrière, Boris Hansel, vient de publier cet ouvrage « Attention au syndrome de la bedaine ». C'est publié chez Hachette Pratique. Bon, ce qu'il avait oublié d'écrire sur la page des remerciements, c'est que son livre avait été édité en partenariat avec Sanofi. C'est reparti pour une série de questions, à commencer par celle-ci. A-t-il vraiment coupé le cordon avec le laboratoire? Alors, moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est que manifestement, vous conseillez de l'activité physique, de mieux manger, d'être moins stressé, et qu'en même temps, vous êtes en partenariat avec Sanofi, qui est un laboratoire pharmaceutique. Pourquoi vous n'êtes pas en partenariat avec un magasin qui vend des baskets ou un magasin qui vend des produits bio pour mieux manger? En ce qui se concerne, je ne suis absolument pas partenaire de Sanofi. Je ne sais pas où vous avez vu ça. Ben, moi, j'ai juste vu ça parce que on a eu votre livre. Je l'ai même présenté d'ailleurs à l'antenne à France 2. Surveillez votre ventre, attention au syndrome de la bedaine. Donc ça, c'est vous. Et que ce livre, il a été financé par Sanofi. On est bien d'accord? Alors, ce livre a été fait il y a 4 ans. Il a été fait par Hachette. Oui. Et il a été secondairement acheté à 5000 exemplaires par Sanofi, oui. Qui n'en a rien fait d'ailleurs. Il n'a même pas été distribué parce que, pour des raisons réglementaires, ils ne souhaitaient pas le distribuer, justement pour pas qu'on pense qu'ils étaient impliqués là-dedans. Mais en achetant 5000 exemplaires, j'imagine quand même que Sanofi permet la publication de ce livre, parce qu'ils disent à Hachette, nous, on va en acheter 5000 exemplaires, donc déjà, vous rentrez dans vos frais. Donc ça vous permet aussi, à vous et à Hachette, de sortir ce livre. Ce qui est vrai, c'est qu'à l'époque, Sanofi voulait développer un médicament et le positionner pour l'obésité abdominale. Oui, c'est ça qui nous intéresse et donc, aussi. Ouais. Eux, cela les intéressait qu'on parle du syndrome métabolique. Simplement, est-ce que vous avez le sentiment, à un moment, d'avoir été utilisé par Sanofi? Sanofi, par exemple, ils vous ont remis un prix pour votre site internet sur le syndrome de la bedaine. Ils vous ont versé 20... Sanofi, c'est la chaire internationale. Oui. Pour le risque cardio-métabolique. On est d'accord. Mais donc l'ICCR, on est d'accord, mais qui est dirigé par le professeur Després, canadien. On est d'accord, mais le prix, il a été financé par Sanofi. C'est financé. Mais ça, alors je peux vous dire, en toute honnêteté... Si vous ne savez pas, c'est assez grave, parce que le prix qui vous a été remis, l'argent vient de Sanofi. Ça, c'est un fait. D'autre part, vous avez été aussi récompensé pour des recherches que vous avez faites, notamment stress et syndrome métabolique, par une prime de 23 000 €, toujours par Sanofi. Donc, on se dit à un moment qu'un laboratoire comme Sanofi a envie de s'appuyer sur votre réputation. Pour être clair, en ce qui me concerne, et ça, tous les gens qui me connaissent et qui ont suivi mes travaux le savent, j'ai toujours suivi la même ligne directrice. Ensuite, si certaines personnes utilisent parce que ça les intéresse, c'est leur affaire. Donc, il n'y a pas que le livre qui lie le médecin et le laboratoire Sanofi. On récapitule.
Le docteur Ancel aurait touché 23 000 € pour ses travaux sur le syndrome de la bedaine. C'est Sanofi qui a payé. Il a aussi reçu un prix pour son site internet pédagogique, remis par une fondation en partie financée par Sanofi. En janvier dernier, il a soutenu une thèse. Le sponsor, Sanofi. Il aurait même été rémunéré pour des formations données à des visiteurs médicaux. Là encore, Sanofi. La liste s'allonge et le professeur veut toujours nous faire croire que le soutien de Sanofi est désintéressé. Comment va-t-il réagir face à la fameuse présentation de 2007, celle qui préconise l'Acomplia pour traiter le syndrome métabolique? Franchement, Sanofi, régulièrement, dans les visiteurs médicaux qui venaient voir les médecins, disait syndrome de la bedaine, Acomplia. D'ailleurs, chaque fois. Alors ça, s'ils l'ont fait, et je peux vous garantir que moi, je n'en suis pas au courant, c'est complètement anormal, puisque, ok, ben je ne connais pas cette présentation. On le lit ensemble. Acomplia. Vous avez raison. Et syndrome métabolique. Je n'ai jamais vu. Vous n'avez jamais vu ce document? Je n'ai jamais vu ce document. On vous a utilisé. J'ai parlé du syndrome métabolique. Si eux ont vendu plus de médicaments, j'en suis pas responsable. À la fin de l'interview, les caméras tournent encore et le médecin reconnaît que ses liens avec le laboratoire n'étaient pas vraiment le fruit du hasard. C'est vrai. Ouais. Alors là où vous avez raison, c'est qu'après, ça c'est tout le problème du journalisme, c'est que après on décortique. Moi, je suis pas un homme politique et voilà, je suis jeune. On retrouve le nom Acomplia dans votre bouche, donc eux, ils ont dû être ravis. Sanofi. En plus, c'était peut-être, oui. Mais qu'est-ce que si on considère qu'en faisant la promotion de syndrome métabolique à cette période-là, on fait la promotion du médicament, oui, ça c'est pas bien. Un peu quand même, oui. D'accord, ça c'est pas bien. Moi, je vais vous dire un truc. Au fond, moi, j'ai profité peut-être, mais sans vraiment le réfléchir, mais indirectement, c'est vrai, j'ai profité qu'ils le lançaient pour parler de ce que je voulais. Alors après, vous vous dites, ils ont profité de moi pour parler de ce qu'ils voulaient. C'est pas faux. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Maintenant, je le vois comme ça, mais voilà. Mais moi, d'accord, mais... Avec des effets secondaires graves. Les médecins, il y en a qui résistent d'emblée, d'autres qui mettent le doigt. Et après, le doigt, c'est la main, et puis après, c'est le bras. Et après, ils deviennent des instruments entièrement au service de l'industrie. Se persuadant d'ailleurs, eux-mêmes, je ne peux pas dire de bonne foi, mais presque de bonne foi, que le discours qu'ils tiennent au service d'un médicament est un discours vrai. Et alors, l'industrie les produit. Elle les met en scène sur des séminaires, des congrès, des réunions nationales, des réunions internationales. C'est quelqu'un qui va avoir de l'importance devant ses pairs, devant le grand public, devant des journalistes, à qui on va demander de signer ou de collaborer à des textes scientifiques dans telle ou telle revue très renommée, etc. Il y a des gens qui sont sensibles à ces honneurs. Ce n'est pas spécial aux médecins d'ailleurs, hein. Je crois que la sensibilité aux honneurs, c'est très courant dans les sociétés. Hein. Chez nous, en France, près de 9 personnes sur 10 font confiance à leur médecin. Le bon médecin de famille, celui que nous connaissons depuis notre enfance. Une confiance à toute épreuve, ou presque. Car depuis quelques années, les scandales se multiplient. Et depuis certaines affaires comme celle du Mediator, la confiance c'est comme les antibiotiques, c'est plus vraiment automatique. Mais alors que s'est-il passé depuis ce temps où nous pouvions tout lui dire, tout lui confier, y aller les yeux fermés? Je jure d'exercer la médecine selon les lois de la morale et de l'honneur. Pourtant, au début de leur carrière, habillés d'une belle robe, ils ont prêté serment. Comme on le voit sur ces images filmées au caméscope trouvées sur Internet. Le fameux serment d'Hippocrate qui marque leur entrée dans l'univers prestigieux de la médecine. Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leur conviction. Savait-il, au moment où il prêtait serment, que les laboratoires dépensaient 25 000 € par an et par médecin pour les influencer, selon un rapport de l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales? Pouvons-nous encore faire confiance à leur diagnostic? Marcia Angel a une réponse limpide. Pour l'ancienne éditrice du New England Journal of Medicine, la bible de la presse médicale indépendante, aujourd'hui professeure à Harvard,
Il n'y a plus de confiance qui tienne. Pour avoir des marchés aussi gros que possible, les laboratoires font la promotion de maladies qui touchent presque tout le monde. Ils gagnent beaucoup plus d'argent en faisant cela qu'en fabriquant des médicaments pour des maladies sérieuses, mais qui concernent beaucoup moins de gens. Si vous vous intéressez à ces maladies, dont les labos parlent sans arrêt, ce sont en général des maladies mal définies, des maladies qui touchent principalement des gens normaux. Et au final, ils parviennent à faire croire à une large partie de la population qu'elle peut être victime de ces maladies. Et ainsi, le marché s'agrandit. Parfois, ils créent des maladies de toutes pièces. Parfois, ils étendent le périmètre des maladies. De toute façon, le marché s'agrandit. Étendre le périmètre d'une maladie ? Ce que nous avons découvert au cours de notre enquête est surprenant. Des laboratoires qui vont toujours plus loin et qui baisseraient même les seuils de diagnostic. Leur but ? Traiter le plus de patients possible, le plus longtemps possible. Une étude faite sur la population américaine montre comment, en changeant la virgule ou un chiffre d'un seuil, le nombre de patients augmente considérablement. Tenez, le diabète par exemple. Autrefois, on était diabétique au-delà de 140 mg par décilitre de sang. Mais en 1997, un comité de l'OMS a abaissé le seuil à 126. Du coup, 1 700 000 Américains supplémentaires sont catalogués comme diabétiques. Même chose pour le cholestérol. En 1998, le seuil passe de 240 à 200, plus 42 600 000 patients aux États-Unis. 86% de clients en plus pour les firmes pharmaceutiques. Dans le monde, il n'y a plus que deux groupes de gens, ceux qui sont malades et ceux qui ne le savent pas encore. Et ça, c'est l'objectif des firmes pharmaceutiques. À Genève, nous avons retrouvé des malades qui s'ignorent. C'est la journée mondiale de l'ostéoporose, cette maladie bien connue de la fragilisation des os. Pour alerter, mesurer, dépister, la Fondation internationale qui organise cette journée a cassé sa tirelire. Cette dame, qui demande des renseignements, c'est Gisèle Val. En quelques minutes, la bénévole au chapeau lui fait remplir le questionnaire de rigueur. Vous, madame, vous avez posé plusieurs questions. Qu'est-ce qu'elle dit, ces questions-là, en fait ? Avec ce test Frax, on peut bien voir après, si on l'a calculé, le risque pour les 10 prochaines années, avec toutes les choses qui sont déjà Le risque de quoi ? De fractures des os. Et là, le test de madame, il est plutôt bon, plutôt pas bon, il est comment ? Je pense qu'il y en a certains risques là. Des risques, alors il va falloir pousser l'examen un peu plus loin. D'abord, on vérifie si Madame Val n'a pas perdu quelques centimètres. Alors, le verdict ? 1m68. 1m68. Et avant, vous mesuriez combien ? 1m71. Le fait d'avoir perdu 3 cm, c'est plutôt inquiétant ? C'est très important de savoir ça. Parce que si quelqu'un perd de taille à 3 cm et vous avez perdu ces 3 cm depuis combien d'années ? Ça fait combien d'années ? 2 ans, 3 ans. Madame Val ne se souvient pas vraiment, mais ça ne fait rien. Pas le temps de réfléchir. Direction l'ostéomobile. Vous avez vu l'appareil ? À l'intérieur, un appareil sacré, l'ostéodensitomètre, une machine à plusieurs dizaines de milliers d'euros qui réalise des radios des os. Objectif, mesurer la densité osseuse. Dans la lutte contre l'ostéoporose, cet examen fait loi. Attention, si la machine le dit, vos os sont fragiles et vous êtes à risque. Vous avez vérifié l'image, hein ? Vous restez toujours dans cette position. Le médecin responsable entre en scène pour lire les résultats comme dans une boule de cristal. Bonjour madame. Bonjour docteur. Bien, bonjour. Et là, ce que je vois, donc on regarde la colonne de haut en bas. Et puis l'examen là, c'est uniquement pour voir si vous avez eu des fractures de vertèbres à un moment donné dans votre vie. Pas à ma connaissance. Pas à votre connaissance, mais moi je me pose la question d'une vertèbre ici.
Pour moi, cette vertèbre ici, il y a une diminution de la hauteur là, devant, par rapport à la partie postérieure. C'est comme si elle s'était un peu écrasée. L'avantage de ce test, c'est justement de les dépister parce que ça nous permet de donner d'autres traitements qui sont différents et surtout qui vont permettre de reconstruire de l'os. Un test important, car c'est lui qui permet ensuite la prise en charge avec des médicaments. Effectivement, l'industrie pharmaceutique n'est pas très loin. Sur le camion, les laboratoires qui financent cette campagne, on dirait presque le Paris-Dakar. Des sponsors qu'on retrouve sur toutes les brochures à destination du grand public. Et au milieu de cette campagne d'alerte, une femme aux lunettes noires, qui, elle, ne recherche visiblement pas la publicité. Vous êtes ostéo suisse aussi? Non. C'est le sponsor. Ah, vous êtes qui? C'est qui les sponsors? Amgen, c'est une entreprise pharmaceutique. D'accord. Qui s'engage aussi dans l'ostéoporose. Des médicaments pour lutter contre l'ostéoporose. Oui. D'accord. Mais c'est un traitement important chez vous dans votre industrie en termes de chiffre d'affaires? C'est un traitement nouveau. Ah, c'est et c'est pour ça qu'on ne peut pas encore trop savoir. Et c'est un sponsoring important financièrement pour vous ou c'est pas grand-chose? C'est quelques milliers d'euros et puis c'est tout? Ou c'est pas trop? On n'en parle pas. C'est confidentiel? Oui. S'il ne faut pas en parler, c'est sans doute parce que l'industrie pharmaceutique joue gros. Les enjeux financiers sont considérables. Mais au fait, l'ostéoporose, qu'est-ce que c'est? Cette maladie dont on parle beaucoup, c'est la détérioration des os. Plus nous vieillissons, plus ils se fragilisent. Résultat, tassement de vertèbres, risque de fracture spontanée. Regardez bien un spot d'information sur l'ostéoporose diffusé à la télévision, aux allures de films d'épouvante. Une femme sur 3 sera atteinte par l'ostéoporose. Il en résulte des fractures qui peuvent être fatales. Si vous saviez qu'un danger vous menace, ne feriez-vous rien pour l'éviter? Une femme sur 3, fatale, danger. Des chiffres, des mots, de la musique qui font peur. L'angoisse de la maladie. Une notion que les laboratoires exploitent aujourd'hui à la perfection. C'est à cette méthode systématique que s'attaque Rémonian. Le façonnage de maladie, ou disease mongering, une notion bien connue de ce journaliste australien qui enquête depuis 15 ans sur les laboratoires pharmaceutiques. Il l'a remarqué, pour mieux vendre, les laboratoires doivent nous faire peur. C'est même la clé de leur stratégie. Malheureusement, l'utilisation de la peur est devenue centrale dans la stratégie marketing des laboratoires. La peur de vieillir, la peur d'avoir des problèmes sexuels, la peur des fractures, la peur d'un infarctus, la peur que vos enfants se suicident, la peur que vos enfants ne réussissent pas à l'école. Ces peurs sont utilisées pour transformer les gens en bonne santé en personnes malades. L'ostéoporose, un problème de santé mondiale qui grossit tous les jours. L'ostéoporose, maladie silencieuse, qui toucherait chez nous 3,3 millions de femmes selon l'INSEE. Une épidémie considérable, énorme. Pourtant, certains remettent en cause son existence. Est-ce que le vieillissement est une maladie? C'est la question que vous posez. L'ostéoporose, c'est le vieillissement de l'os, c'est le vieillissement de la peau. Est-ce que les rides, c'est une maladie? On a tendance à répondre que non. Tout le monde se ride plus ou moins vite. Et tout le monde voit ses os se fragiliser au fil de la vie. Considérer l'ostéoporose comme une maladie peut être problématique. En réalité, l'ostéoporose, la fragilisation de l'os, ce n'est qu'un facteur de risque de maladie, un facteur de risque de fracture à l'avenir. Mais en fait, quand on regarde bien, ça a été vendu au monde entier comme une maladie silencieuse qui tue et qu'il faudrait traiter avec des médicaments. Pour définir l'ostéoporose et mieux la traiter, les autorités de santé ont décidé arbitrairement que la référence était la densité des os d'une femme de 30 ans. Pas 60, pas 40, 30 ans. En fait, on a pris le squelette d'une jeune femme et on a dit, voilà, c'est ça qui est normal. Et immédiatement, un grand nombre de femmes se sont retrouvées anormales. Donc, toutes les femmes plus âgées, au-dessus de 30 ans, vont présenter des signes de fragilisation des os.
Après un certain âge, si vous avez une maladie que tout le monde a, alors c'est une erreur de la traiter comme une maladie et de prendre un médicament pour ça. C'est un exemple classique de façonnage de maladie, de la transformation de certaines caractéristiques de la vie courante en véritables symptômes. Une façon de prendre des gens en bonne santé et leur dire ensuite qu'ils sont devenus totalement malades. Une femme en bonne santé à qui son médecin a expliqué qu'elle était malade, c'est l'histoire de Shirley Bowles. United States District Court, Southern District of New York. Le 8 août 2011, en Floride, filmé par son avocat, Shirley Bowles enregistre sa dernière déposition. À bout de force, elle attaque le laboratoire pharmaceutique Merck. Pour le combat de sa vie, Shirley Bowles prête serment. Shirley Bowles versus Merck. Pendant 8 ans, cette Américaine de 73 ans a pris un traitement contre l'ostéoporose. Le Fosamax, un médicament produit par le laboratoire Merck, vendu également en France. Shirley souffrait d'une nécrose de la mâchoire, un effet secondaire grave causé par la prise du médicament. Voyant son état empirer, son avocat décide d'enregistrer sa déposition. Ce sont les dernières images que nous avons d'elle. Selon vous, pourquoi votre médecin vous a prescrit du Fosamax? C'était pour renforcer les os. Et vous avez suivi les conseils du médecin? Pour ce médicament, oui. D'accord, madame. Pouvez-vous décrire la douleur que provoquent vos problèmes de mâchoire? C'est comme... Parfois, ça commence comme une rage de dents épouvantable, vraiment. Ça prend de ce côté. Et ensuite, ça s'étend de l'autre côté. À quelle fréquence ressentez-vous cette douleur dans votre mâchoire? Chaque minute de ma vie. Cette douleur qui consume Shirley est donc due au Fosamax, ce médicament contre l'ostéoporose commercialisé en 1995 par le laboratoire Merck. Depuis son lancement, 225 millions de personnes comme Shirley Bowles en ont pris. Un médicament à succès, y compris en France. Et il aurait rapporté jusqu'à 3 milliards de dollars par an. Nous avons contacté la famille de Shirley Bowles. Elle nous a fait parvenir des images d'elle. En 1997, Shirley Bowles a 59 ans. Son médecin lui diagnostique un risque d'ostéoporose et lui prescrit du Fosamax, qu'elle prend pendant 8 ans. Un médicament qui n'a jamais soigné Shirley, mais qui a nécrosé sa mâchoire, à petit feu. Pourriez-vous définir ce qu'est une fistule? Ça veut dire une ouverture, un trou, une inflammation. Vous en avez? Oui. Monsieur le caméraman, pouvez-vous zoomer sur le menton de Madame Bowles? Madame, pouvez-vous montrer les fistules pour le jury? La première est apparue en dessous, ici. La deuxième, de l'autre côté. Une grave infection de l'os de la mâchoire pour une maladie qui n'existe pas. Au procès, des emails compromettants sont découverts par la partie civile. Par écrit, des employés de Merck auraient proposé de manipuler des études qui font le lien entre le Fosamax et les cas de nécrose de la mâchoire. Dans un autre email, le directeur clinique en charge du Fosamax refuse catégoriquement de pousser plus loin une étude sur cet effet secondaire. Autant d'éléments qui provoquent la colère de l'avocat de Shirley Bowles lors de l'interrogatoire du responsable de Merck. Dans ce mail de l'un des médecins experts, il vous est demandé de rechercher des études pour les transmettre à une structure interne de Merck dans le but de tordre ces mêmes études en votre faveur pour économiser de l'argent. Est-ce que j'ai bien lu? Oui, c'est bien ça. Vous fonctionnez comme ça chez Merck? C'est comme ça? Vous avez une équipe de personnes qui récupèrent les études faites sur les médicaments, qui les tordent pour les rendre plus favorables? Le docteur Kimmel a fait différentes propositions
C'est une de ses propositions. C'est tout ce dont je peux être sûr. À New York, nous rencontrons l'avocat de Shirley Bowles. Tim O'Brien a pour la première fois mis en cause la responsabilité du géant pharmaceutique Merck à propos du Fosamax. Merck était au courant des effets secondaires depuis des années. Et pourtant, aujourd'hui, des années plus tard, ils n'ont toujours pas réalisé une seule étude pour étudier le rapport entre le Fosamax et la nécrose de la mâchoire. Un risque trop important, c'est précisément ce que le jury de New York a estimé dans le cas de Shirley Bowles. Merck a finalement été condamné à lui verser $1,5 million en dommages et intérêts. Tout cela pour une maladie qu'elle a attrapée en soignant une maladie qu'elle n'avait pas. Mais l'argent ne peut pas tout. Le 4 septembre 2011, Shirley Bowles est morte, suite aux complications de sa nécrose de la mâchoire. Malgré tout, depuis sa condamnation, le laboratoire continue d'affirmer que son médicament est efficace et apporte un sérieux bénéfice aux patients. Il permettrait de diminuer de moitié le risque de fracture. C'est ce qu'on retrouve sur ce document du laboratoire Merck. Le médicament réduirait de 51% le risque de fracture de la hanche. Pour vérifier les dires de Merck, nous avons demandé son avis à l'AFSAPS. Et sur ce point, la réponse de l'agence est claire. Sur son propre site internet, l'Agence française du médicament affirme parvenir au même résultat, 51% de réduction du risque de fracture de la hanche. L'objectif est de réduire son risque de fracture de 50%. Ouais. C'est à peu près d'ailleurs ce qu'on retrouve avec les traitements type biphosphonate. Bon, deux sources différentes qui disent la même chose, c'est plutôt rassurant. Sauf que, après enquête, nous nous sommes rendus compte que la source de l'AFSAPS, c'est Merck. L'AFSAPS s'appuierait donc uniquement sur les études du laboratoire qui commercialise le médicament. Plus grave encore, dans une étude de la FDA, l'agence américaine en charge des médicaments, nous avons découvert un joli tour de passe-passe. Regardez, grâce aux médicaments, le risque de fracture est bien divisé par 2. Mais si on examine l'étude un peu plus attentivement, on s'aperçoit que le risque naturel est minime, 2%, contre 1% sous Fosamax. Une efficacité toute relative. Pour bien comprendre, si on prend 2 personnes qui ont de l'ostéoporose, le Fosamax empêche les fractures chez l'une d'entre elles. Mais si on prend un peu de recul, en réalité, seulement 2 personnes sur 100 qui ont de l'ostéoporose auront une fracture. Un chiffre plutôt faible, mais le laboratoire ne fait pas sa publicité là-dessus. 2 personnes sur 100 à risque, et le médicament Fosamax en sauvera seulement une. Franchement, est-ce qu'on ne se moquerait pas un peu de nous ? Pour des raisons marketing, le bénéfice de ce médicament contre l'ostéoporose a été exagéré. Par exemple, tout le monde a entendu dire que le Fosamax réduisait le risque de fracture de moitié, qu'il réduisait votre risque de fracture de la hanche de 50%. En théorie, c'est vrai, mais si on regarde précisément, votre risque de fracture à l'origine est seulement de 2%, donc en fait, il passerait seulement de 2% à 1%. Plus inquiétant, selon la même étude de la FDA, le médicament deviendrait dangereux après 3 ans de traitement. Sur ce point non plus, le laboratoire n'est pas très bavard. Mais heureusement, il y a l'AFSAPS. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être abusé par des chiffres fournis par des firmes pharmaceutiques qui vous laissent entendre que ça réduit de moitié, mais en fait, pour un risque dans l'absolu de fracture qui est extrêmement faible? Je ne connais pas les chiffres, je ne peux pas vous dire. Ça me paraît extrêmement faible. Bah, c'est la vie, hein, c'est pas... Oui, non, mais j'entends, mais ça me paraît encore une fois extrêmement faible. Et puis il faut aussi voir qu'on se situe dans une perspective... Vous ne connaissez pas ces chiffres-là? Est-ce que c'est pas un problème de ne pas connaître ces chiffres-là?
Non, attendez, là, moi, stop, hein, je suis pas dans le... je refais pas l'évaluation de l'ostéoporose. Non. Deuxième information importante, il apparaît que l'après 36 mois, les éléments laissent penser qu'il serait plus nocif, plus risqué que bénéfique. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous en pensez de cette étude? C'est toujours l'étude de la FDA? Ouais. Je peux pas réagir, je la connais pas. D'accord. Bon, on peut le dire, ce n'est pas à l'AFSAPS qu'on obtiendra plus d'informations sur les traitements contre l'ostéoporose. Pendant ce temps, les firmes pharmaceutiques peuvent se réjouir et se sentir dans nos pharmacies comme chez elles. Mais peut-être plus pour très longtemps. Il y aurait aujourd'hui aux États-Unis environ 1700 plaintes contre Merck liées aux nécroses de la mâchoire. Et selon ce document publié par l'Association américaine des dentistes, le risque de nécrose de la mâchoire est de 1 sur 23, soit un peu plus de 4%. C'est 6000 fois plus que le chiffre officiel avancé par Merck, un chiffre là encore repris par l'AFSAPS. Avec un risque si élevé, nous nous sommes dit qu'il y avait sûrement chez nous des cas de nécrose de la mâchoire liés à la prise de biphosphonate comme le Fosamax. À 1h30 au sud de Paris, c'est dans ce village que nous nous rendons. Madame Moreau a également pris le médicament produit par Merck contre l'ostéoporose. Mais après 4 années de traitement, sa mâchoire s'est soudainement nécrosée. Sa vie en a été bouleversée. Vous savez, quand il ne faut pas penser à son mal, hein, parce que quand vous faites une rétrospective de votre vie où vous avez eu beaucoup d'activités, et puis que d'un seul coup vous vous retrouvez complètement bloqué, et ben c'est là où ça fait mal. En fait, je suis allée voir un dentiste du fait que j'avais la sensation d'avoir un abcès. Il me dit ce soir, hôpital d'Arpajon, tout de suite. Et je suis arrivée auprès de stomato qui me dit mais pourquoi vous avez attendu si longtemps? Bon, il me dit demain matin on opère. Directement, lui, il a vu que c'était lié à la prise d'un médicament? Pas tout de suite. Il me dit comment ça se fait que vous avez une nécrose. Il m'a dit il faut pas attendre parce que vous risquez tout de même d'avoir une mâchoire en plastique. Une mâchoire qui aurait été détruite selon son médecin à cause du Fosavance, un médicament qui contient le même principe actif que le Fosamax. Ce que j'ai pas compris, c'est qu'il m'ait prescrit ce médicament sans me faire une ostéodensitométrie osseuse. Ça, je n'ai pas compris. Je suis pas médecin pourtant, mais ça coulait de source pour moi. Je lui ai même pas demandé. Il m'a administré ce médicament que je ne voulais pas prendre et que mon mari m'a dit mais si, prends-le. Bon. Et puis je l'ai pris à contre-cœur et je regrette beaucoup. En fait, on vous a prescrit un médicament sans même vous diagnostiquer cette maladie? Ah oui. Oui, j'ai pas eu d'ostéodensitométrie. On me l'a faite après. Et puis, Aujourd'hui, cette femme dynamique est condamnée à rester chez elle, assise sur sa chaise. Depuis que la nécrose s'est révélée, Madame Moreau ne peut plus subir d'intervention chirurgicale, ni sur son genou qui l'empêche de marcher, ni sur ses dents qui la font souffrir. Mais le moral aussi est abîmé. C'est quand même affreusement dur à supporter. Quand vous vous dites que vous avez tout fait pour avoir une mâchoire saine, des dents en bon état, même s'il fallait des bridges, et que d'un seul coup, à cause d'un médicament, tout est écroulé. Je vous dis, j'ai eu envie de mettre le feu à ce labo. Alors, ça représente bien la hargne, la rage, il n'y a pas d'autre mot. Le laboratoire pharmaceutique Merck, qui a produit le médicament, qui serait selon son médecin responsable de sa nécrose de la mâchoire, n'a pas souhaité nous recevoir. Alors nous nous invitons à une conférence à laquelle il participe, dans le 8e arrondissement de Paris. Merck, comme d'autres firmes pharmaceutiques, tient un stand pour vanter son médicament à l'occasion d'un colloque scientifique consacré à l'ostéoporose. Au milieu des petits fours et du champagne, nous retrouvons l'une des commerciales de la firme. Bonjour,
C'est vous qui vous occupez du stand Merck? Oui. Voilà, parce que je voulais savoir si c'était possible d'avoir un peu des informations par rapport à ce que vous dites, notamment sur le faux savant. Je n'ai pas d'informations pour répondre aujourd'hui, pour vous répondre. Il y a un responsable de Merck qui est ici? Pour l'instant, non. Mais plus tard, il y en aura un? Oui, bien sûr, vous pouvez demander des rendez-vous. Non, mais ici, là, je veux dire, non, sur ce là, stand. il n'y a que moi qui suis. Il n'y a que vous, d'accord. Non, parce que des rendez-vous, on en a demandé beaucoup, en fait. D'accord. On a écrit des lettres, on a écrit des mails, on a téléphoné, on a demandé tous les rendez-vous. Les gens sont reçus, il n'y a pas de souci. Normalement, peut-être, mais nous, ça fait 3 mois qu'on demande. Ah, bon. Ça fait 3 mois qu'on demande et qu'on n'est pas reçu. D'accord. Bah, écoutez, je vais faire passer le message. Pas habilité à parler, ok. Mais il y aurait, nous a-t-on dit dans cette salle, une directrice médicale de Merck. Encore faut-il la trouver. Excusez-moi, monsieur, de vous déranger. Vous n'auriez pas vu quelqu'un du laboratoire Merck? Quelqu'un qui pourrait répondre à nos questions? Parce qu'on cherche désespérément... Là-bas. Oui, mais c'est une commerciale, alors elle nous dit que... Parce que ça fait 3 mois qu'on cherche quelqu'un pour répondre à nos questions, personne ne veut nous répondre. Moi, je suis pas de Merck, quoi. Vous savez pas où ils sont? Vous les avez pas vus aujourd'hui? J'ai vu des gens de Merck ce matin, oui, qui étaient là. Ils sont partis depuis alors. Je pense, oui, ça doit être fini. Ouais. Excusez-moi, vous n'auriez pas vu des gens de Merck? Parce qu'on cherche à rencontrer des gens de Merck parce qu'on a des questions à leur poser, puis bizarrement... J'en ai vu tout à l'heure passer, mais là, non. Ils sont partis? Ah, je crois pas, non. Philippe, tu as vu des gens de Merck? On cherche Madame des gens de cherche. Merck. Ça fait 3 mois qu'on veut leur poser des questions, puis bizarrement, ils ne nous répondent pas. J'ai vu Catherine... J'ai vu une directrice médicale de Merck, mais... Elle n'est pas là? Non, parce qu'elle nous intéresserait bigrement de la rencontrer. J'ai vu ce matin, mais je ne l'ai pas vu cet après-midi. Ah. Bon, pas de Merck à l'horizon, ou presque. En face de nous, le professeur Christian Roux, spécialiste de l'ostéoporose, qui a été consultant justement pour Merck. Tiens d'ailleurs, c'est lui et son groupe de recherche et d'information sur l'ostéoporose, le GRIO, qui organise ce meeting et accueille les firmes pharmaceutiques à bras ouverts. Ah, là, on a les petits fours Lilly, là, on a Novartis et les plaquettes, là-bas, on a le laboratoire Merck qui est là-bas, là, qui est caché là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas un problème sur le fait que quand vous organisez une journée d'action et d'information, donc pour le GRIO, tous ces laboratoires soient là pour vanter leurs médicaments et se servent de vous un peu comme d'une plateforme? J'espère que les médecins prennent recul par rapport aux études qui sont présentées. Vous avez vu ce qui s'est passé dans les salles. Il y a un grand partage de connaissances, il y a un grand partage d'informations. Oui, mais pour ces laboratoires, vous êtes une sacrée plateforme. Je pense que c'est l'occasion, effectivement, de rencontrer des médecins et de partager des résultats. Encore une fois, il faut que les médecins gardent leur recul par rapport à ça et gardent leur esprit critique. Du recul, de l'esprit critique. Christian Roux, lui, n'a pas franchement reculé devant les nombreuses propositions faites par les laboratoires qui produisent des médicaments contre l'ostéoporose. Parmi les plus connus, Merck bien sûr, et aussi Servier, Lilly, Amgen, Novartis, Wyeth, Roche. Je ne veux pas vous mettre en difficulté, mais si je dis que vous avez travaillé pour Merck, pour Servier, pour Novartis, pour Roche, je m'arrête là ou alors je continue? C'est la réalité des faits. C'est la réalité des faits, puisque je suis très impliqué dans le domaine de la prise en charge de l'ostéoporose et par conséquent, j'ai eu l'occasion de collaborer avec des partenaires industriels qui développent des médicaments dans ce domaine. Ce qui ne m'empêche pas de pouvoir exprimer les limites de ces médicaments, les effets secondaires, les limitations de leur indication. De nombreux liens d'intérêt qui n'empêcheraient pas le scientifique d'être indépendant. Pourtant, sur le site internet du GRIO, la société savante dont fait partie Christian Roux, on trouve une rubrique intitulée « L'ostéoporose en 100 questions » financée par Lilly, le laboratoire pharmaceutique. 100 questions, c'est beaucoup. Sauf que... Il n'y a aucune question sur l'ostéonécrose de la mâchoire, il n'y a aucune question sur le risque des effets secondaires. En fait, il y a plutôt des questions avec des choses positives, quoi. Il y a beaucoup de questions sur l'environnement, il y a beaucoup de questions telles qu'elles sont posées dans les consultations, sur le lait, sur l'exercice physique, etc., sur les médicaments. Effectivement, ce qu'il y a aujourd'hui... Sur les médicaments, rien sur les risques d'effets secondaires. Voilà, c'est ça ma question, c'est embêtant.
C'est embêtant. C'est toujours très difficile de donner sur le grand public la liste des effets indésirables, ce qui est souvent un effet très, très contre-productif qui peut effrayer. Je pense que ça relève du dialogue singulier du médecin avec sa patiente. C'est au moment de la prescription que les choses soient faites. Cela dit, vous avez raison. À partir du moment où il y a un site à destiner du grand public, il est utile que l'ensemble des informations soient portées, bien sûr. Si je vous pose la question, c'est aussi parce que ce questionnaire, donc ces 100 questions, ça a été réalisé en collaboration avec le laboratoire Lilly. Cette fois, c'est un autre laboratoire pharmaceutique. Collaboration, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont eux qui ont payé la brochure? Alors, l'histoire, c'est qu'au départ, la brochure était sous forme papier et qu'elle était distribuée aux médecins qui le souhaitaient par l'intermédiaire de ce laboratoire. Il y a eu plusieurs comme ça pathologies qui ont été... Mais ça veut donc dire que ce sont eux qui financent la brochure? Ils en ont financé, en effet, ils en ont financé la réalisation. Oui, donc ils l'ont financé tout court. Si vous voulez. Puisqu'ils l'ont financé, réalisé et distribué. Oui. D'accord, ça ne vous embête pas? Non. À partir du moment où la liberté éditoriale est complète, ça ne m'embête pas. Mais justement, ce n'est pas ça qui vous a empêché d'aborder les effets secondaires? Si c'est fait par un laboratoire, réalisé, distribué par un laboratoire, ça ne vous empêche pas, dans ces 100 questions, d'aborder les effets secondaires? Écoutez, à partir du moment où la liberté... Moi, c'est à vous que je fais confiance. Hein, non, à partir du moment où la liberté éditoriale est complète... Et vous dites oui, elle a été complète. Ce qui était le cas, absolument. Donc c'est votre choix de ne pas parler des effets secondaires. Il ne s'agit pas d'une brochure vantant les mérites d'un médicament. Si vous regardez bien l'ensemble des questions, on s'est efforcé, je crois, de donner l'information la plus complète sur la question. L'ostéonécrose de la mâchoire, c'est un effet secondaire grave. C'est un effet secondaire grave, mais ça reste un problème extrêmement rare. C'est-à-dire on passe de 1% à 1 pour 50 000 environ. Ce qui est étonnant, c'est que nous, on a une étude californienne. Vous devez la connaître, j'imagine, parce que vous êtes tellement spécialisé dans l'ostéoporose. C'est cette étude-là. Oui, absolument. Oui. Et alors, cette étude-là, elle ne dit pas du tout la même chose. Je ne vous la donne pas, vous l'avez. Et cette étude-là, elle ne dit pas du tout la même chose que vous. Elle dit que le risque, il est de 4,3 sur 100. Oui. Alors, on n'est plus du tout à 50 000. Là. Et donc, c'est 6 000 fois plus que l'étude de Merck. C'est 3 000 fois plus que le chiffre que vous nous dites. Donc, risque d'ostéonécrose de la mâchoire à 4,3 sur 100. Ça fait réfléchir, non? Bien sûr. C'est énorme. C'est énorme. Et c'est quand même les seuls qui trouvent une valeur aussi élevée. Pour le coup, le chiffre que vous publiez, vous, c'est 1 sur 100 000. Le chiffre a été repris par plusieurs sociétés savantes, donc je pense qu'il a été vérifié. Les chiffres ont été confrontés à d'autres chiffres, etc. Vous ne pouvez pas me dire, vous, êtes président du GRIO pendant 5 ans, je pense qu'il a été vérifié. Pourquoi vous publiez ce chiffre et pas un autre? Parce que ce chiffre nous a semblé être la moyenne de ce qui correspondait aux différentes études épidémiologiques dans la littérature. Une moyenne qui arrange toujours bien les firmes. Pendant ces 6 mois d'enquête, aucun laboratoire n'a accepté de nous parler. Ah si, oui, pour seule réponse à nos nombreuses demandes d'interview, nous avons reçu ce petit communiqué de la société Merck, envoyé bien prudemment par recommandé, affirmant que rien n'est plus important pour Merck que la sécurité de ses médicaments et qu'à ce jour, aucun cas d'ostéonécrose de la mâchoire n'a été rapporté durant les essais cliniques. Pas un mot, en revanche, sur Shirley Bowles. Son dossier ne faisait peut-être pas partie du plan marketing.